Oui, je veux vous montrer que c'est un cardinal. C'est l'oiseau d'État de la Virginie. Oh wow, d'accord. Oui, parce que je parle de la Chine, donc aujourd'hui c'est un peu sur la Virginie. D'accord, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Absolument. C'est un très bel État. Je n'y suis jamais allé, mais on me le dit. Oui, et le cardinal est un bel oiseau. Il est vraiment rouge. Le mâle est d'un rouge vif et magnifique quand vous le voyez, vous savez, sur l'arbre. Exactement. Et pour cette raison, c'est l'oiseau d'État de nombreux États du Sud. Ce n'est pas seulement la Virginie, c'est la Virginie occidentale, l'Indiana, le Kentucky, ils l'ont tous comme oiseau d'État. Oh mon Dieu. D'accord. Cardinal, comme dans le cardinal catholique romain? Oui, cardinal, c'est exact. D'accord. C'est parce que bien sûr les cardinaux sont vêtus de rouge. Oui, c'est peut-être la raison. Je n'y avais jamais pensé. Oui, D'accord. d'accord, mon Dieu. D'accord, mon Dieu? Une autre semaine folle. Oui, D'accord. Commençons par la visite de Medvedev en Chine. Je t'ai envoyé le compte-rendu, n'est-ce pas? Je n'ai pas appris grand-chose de cela. Quelle est ton impression? Que fait-il là-bas? De toute évidence, c'est important, non? c'est très important. Le compte-rendu est extrêmement peu informatif. Et d'ailleurs, les Russes n'ont pas non plus fourni de compte-rendu détaillé. Mais je vais suggérer ce que je pense que tout cela signifie, à savoir que Donald Trump a maintenant été élu président des États-Unis. Il parle de commencer des négociations avec les Russes sur divers sujets. Il parle de commencer des négociations pour trouver un moyen, soit de mettre fin à la guerre en Ukraine, soit au moins de limiter l'implication américaine dans celle-ci. Et il y a eu énormément de discussions aux États-Unis parmi les partisans de Trump, y compris par Donald Trump lui-même. J'ai entendu Vivek Ramaswamy dire cela. Il l'a dit dans un programme de discussion auquel j'ai assisté. J'étais un participant et il était là. Et j'ai aussi entendu Elon Musk dire qu'ils ont parlé de rouvrir le dialogue avec la Russie afin d'éloigner la Russie de la Chine. Ils en parlent tout le temps. Donc ce que je pense que les Russes veulent faire, c'est qu'ils ont clairement indiqué qu'ils sont prêts à parler à Donald Trump. Poutine dit qu'il est prêt à rencontrer Donald Trump si Donald Trump veut le rencontrer. Mais je pense que les Russes veulent faire comprendre très clairement au gouvernement chinois qu'en aucun cas, sous aucune circonstance, une discussion avec les États-Unis ne changera d'1 millimètre l'amitié de la Russie avec la Chine. Cela est non négociable. Donc je pense que Medvedev est allé à Pékin. Je ne pense pas que les Chinois aient eu des doutes à ce sujet, mais il est techniquement le numéro 2 en Russie. Il est le vice-président du Conseil de sécurité. Il est le leader du parti Russie Unie. Il a été président de la Russie. Il a été premier ministre de la Russie. Il est très très proche de Poutine. Je pense qu'il est allé en Chine pour dire cela personnellement à Xi Jinping, pour dire « Regardez, quoi qu'il arrive entre nous et les Américains, cela n'affectera pas notre relation avec vous. Et si vous suivez les médias russes et les déclarations publiques de Poutine, vous pouvez voir que c'est la position russe. Ils sont conscients de ce débat qui se déroule en Amérique sur la manière d'éloigner la Russie de la Chine. Et ils ne veulent pas que les Chinois aient des inquiétudes ou des doutes que quelque chose de ce genre se produise. Oui, en fait, dans cette optique, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce qui s'est passé en Syrie, n'est-ce pas? Pourquoi le gouvernement Assad est tombé si rapidement, sans beaucoup de combats, sans beaucoup de résistance de la part de l'armée d'Assad? Donc, l'une des théories que je viens d'entendre, que je trouve intéressante, c'est qu'il est possible que Trump et Poutine aient un accord. Donc,
Poutine ou la Russie abandonnent la Syrie. En retour, Trump trouvera une solution pour l'Ukraine qui sera satisfaisante pour les Russes. Et aussi possible, je veux dire, cette théorie va même jusqu'à dire que Trump pourrait même avoir un accord avec l'Iran, que d'accord, vous abandonnez la Syrie, nous allons conclure un accord avec vous pour arrêter les sanctions, des choses comme ça. Maintenant, je doute de la deuxième partie, mais avoir un accord avec la Russie abandonnant la Syrie et en retour une solution qui soit satisfaisante pour la Russie concernant l'Ukraine, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Qu'en penses-tu? Je ne pense pas, et je vais tout de suite expliquer pourquoi. J'ai eu beaucoup de contacts avec des gens en Russie au cours des dernières semaines, et l'impression générale que j'ai eue était que premièrement, les Russes étaient choqués et pris par surprise par ce qui s'est passé en Syrie. Mais deuxièmement, fin novembre, lorsque l'offensive rebelle contre le gouvernement syrien a commencé, l'ambiance à Moscou était de faire absolument tout ce qui était possible pour soutenir le gouvernement Assad. Ils allaient envoyer plus de personnes en Syrie. Il y avait apparemment des forces spéciales en route. Ils envoyaient toute une équipe d'opérateurs de drones. Il était question qu'ils fournissent même 10 000 drones spécialisés à utiliser contre les rebelles. Donc, toutes ces décisions, tout cela était en cours. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'Alep est tombé, la plus grande ville de Syrie. Les Russes ont été absolument choqués par cela. Poutine a déclaré qu'Alep avait été capturée par 350 hommes, alors même qu'elle était défendue par 30 000 soldats syriens. C'est ce que Poutine a dit. Et je pense que les Russes ont été profondément choqués. À ce moment-là, ils ont soudainement réalisé que ce régime qu'ils avaient soutenu jusque-là était devenu creux et qu'il n'y avait vraiment plus de raison de lui opposer une quelconque résistance. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un tel accord conclu. Je comprends pourquoi les gens pensent cela, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais vu se produire, franchement, entre la Russie et l'Amérique, certainement depuis que Poutine est devenu président. Et je ne me souviens pas de quelque chose de semblable s'étant produit à aucun moment pendant la guerre froide non plus. Je pense qu'il serait peu caractéristique des Russes de faire quelque chose comme ça. Gardez à l'esprit qu'ils ont été trompés par les Américains tant de fois, comme Poutine d'ailleurs s'en est plaint lors de sa conférence de presse hier, que je ne pense tout simplement pas qu'ils se laisseraient tromper à nouveau par quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit, les informations que je recevais de Moscou étaient que, au contraire, ils étaient tous prêts à partir et à aider Assad, et qu'ils ont été choqués lorsque tout s'est effondré à la place. Oui, je trouve que c'est une théorie intéressante. Je pense que c'est possible. Mais mon scepticisme réside dans ce que vous dites. Pourquoi les Russes devraient-ils faire confiance aux États-Unis à ce stade pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je veux dire, Poutine l'a dit. Donc, disons même que Poutine fait confiance à Trump, mais Trump ne sera là que pour 4 ans. Tout d'abord, que vont faire et dire les gens autour de Trump, n'est-ce pas? Il est possible qu'il y ait des personnes qui saboteront probablement l'accord, même si Trump le souhaite. Deuxièmement, quand il quittera ses fonctions, alors tout est annulé. Nous savons que le célèbre Baker a dit « Vous savez que nous n'allons pas étendre l'OTAN au-delà de l'Allemagne de l'Est ». Et ensuite, que se passe-t-il? Et personne n'admet même que cela s'est jamais produit. Souvent, les gens disent « Non, 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 ils n'ont jamais promis cela ». Donc, en ce sens, je suis d'accord avec vous. Je pense que même s'ils font probablement confiance à Trump, cela ne peut tout simplement pas fonctionner pour eux. Je suis d'accord. Je veux dire, c'est le genre de choses que Trump pourrait suggérer, mais je ne pense pas vraiment que les Russes accepteraient cela. Je dois dire,
Je pense que les Russes, en général, lorsqu'ils entrent en négociation, aiment garder les choses séparées. Ils n'aiment pas, vous savez, faire un compromis ici en échange de quelque chose d'autre là-bas. Je ne pense pas que les Chinois fassent cela non plus, d'ailleurs. J'ai l'impression que tant Moscou que Pékin, dans la manière dont ils mènent les négociations, traitent spécifiquement le problème en question. Et je pense que les Russes, qui sont fiers de soutenir leurs amis, n'auraient pas conclu un accord comme celui-ci dans le dos d'Assad. La personne avec qui les Russes ont traité au sujet de la Syrie est Erdogan. Pas parce qu'ils lui font confiance, car ils ne le font pas. Les Russes ne font pas du tout confiance à Erdogan. Mais parce qu'ils ont besoin d'une bonne relation avec la Turquie. Au cours des dernières semaines, depuis la chute de la Syrie, on peut voir qu'ils ont dû traiter avec Erdogan et négocier avec lui à propos de leur base en Syrie, de ce qui va leur arriver, et de la reconnaissance du gouvernement syrien actuel, ce genre de choses. La raison pour laquelle ils font cela est que, comme nous l'avons déjà discuté, Erdogan contrôle l'accès à la mer Noire, ce qui est très important. La Turquie est un partenaire commercial important. Elle est importante pour le Caucase et l'Asie centrale. Donc, les Russes estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de serrer les dents et de parler avec Erdogan de la Syrie et d'accepter le fait qu'il a gagné la partie en Syrie. Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il traiterait avec les Américains à propos de la Syrie ou avec les Israéliens ou qui que ce soit d'autre, franchement. Oui, et en parlant de la Turquie, en fait, la première conférence de presse de Trump était très intéressante. C'est long, donc il y a quelque chose que j'ai remarqué. Une chose, il a été très clair. Il a dit qu'un côté s'est effondré, c'est le gouvernement Assad, n'est-ce pas? Il a dit, qui est derrière l'autre côté? Personne n'en parle. Je sais, la Turquie. Donc il a en fait mis la Turquie très en avant dans tout ce conflit et l'a rendu très clair. La Turquie est le gagnant. Il a même dit, OK, ils voulaient la Syrie depuis des milliers d'années et maintenant ils l'ont. C'est quelque chose comme ça. C'est un homme intelligent, ce qu'il voulait dire. C'est Erdogan, je suppose. Oui. Et donc je me demande si Trump dit cela pour couvrir ce que fait Israël. Est-ce qu'il rend la Turquie très visible dans ce qui se passe en Syrie, juste pour détourner l'attention vers ce que fait la Turquie, afin que nous puissions ignorer ce qu'Israël fait? Est-ce que c'est ce que Trump fait ici? Oui, c'est le cas. C'est en partie ce qu'il fait. Il ne veut pas parler d'Israël. Il soutient pleinement Israël. Il sait très probablement que les Israéliens vont essayer de s'en prendre à l'Iran ensuite. Il ne va pas les retenir. Il ne veut pas du tout parler d'Israël et du rôle qu'Israël a joué dans tout cela. Il y a, je pense, un autre petit facteur qui ne devrait pas être négligé, à savoir que Trump dit aussi que les États-Unis devraient rester en dehors de la Syrie, que les gens là-bas ne sont pas amicaux envers les États-Unis et que les États-Unis n'ont pas de grand intérêt en Syrie. Il dit essentiellement à Erdogan, « Regarde, c'est ton problème, ton désordre ou ton succès. Quoi que ce soit, tu peux le garder. Je ne suis pas vraiment intéressé par tout ça. Ne laisse pas cela affecter nos relations. » Mais en même temps, il couvre aussi pour Israël. La manière dont Trump gère Israël va être très importante à l'avenir. Et c'est son point aveugle, à mon avis. Cela pourrait lui causer de sérieux ennuis si Israël capitalise maintenant sur son succès en Syrie pour intensifier ses plans et commencer à lancer des attaques contre l'Iran. Ensuite, comme je l'ai dit, Trump pourrait se retrouver à nouveau impliqué au Moyen-Orient, ce qu'il ne semble pas vraiment vouloir faire. Mais cela reste à voir. Oui. L'autre chose dans sa conférence de presse, je veux dire, nous reviendrons sur la Turquie plus tard. D'accord. Donc, l'autre sujet dont il a parlé est la Chine.
Maintenant, il y a eu des rumeurs disant qu'ils ont invité Xi Jinping à venir à son investiture, n'est-ce pas? Et ensuite, CBS dit que Xi Jinping ne vient pas. Et donc les gens lui ont posé des questions à ce sujet et il a dit « je ne sais pas s'il va venir », il n'a pas dit dans un sens ou dans l'autre. Je trouve cela intéressant. Tellement typique de Xi. Oui, qu'en pensez-vous? Je veux dire, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai pensé, eh bien, cela n'a de sens que si ce n'est pas seulement Xi Jinping qui vient à son investiture. Je doute vraiment que Xi Jinping viendrait juste à son investiture puis repartirait. Je pense que cela a plus de sens si c'est une véritable visite d'État, qu'ils ont vraiment un accord en cours et peut-être même qu'ils signent un accord. Donc le premier jour serait l'investiture, suivi de quelques autres événements ou quelque chose. Je pense que c'est la seule chose qui ait du sens. Mais maintenant, il ne semble pas que cela va se produire, selon CBS. Mais selon Trump, Xi Jinping n'a pas dit dans un sens ou dans l'autre. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je ne pense pas que Xi Jinping va assister à l'inauguration de Trump pour exactement la raison que vous avez mentionnée. Je pense que pour que Xi Jinping décide d'aller à l'inauguration de Trump, il voudrait rencontrer Trump et avoir déjà une idée claire à l'avance de ce qu'ils vont discuter. Je pense qu'il n'y aura pas, il y a longtemps, il y a 10-20 ans, si le président américain avait invité le président chinois à venir assister à l'inauguration du président américain, les relations entre la Chine et les États-Unis, disons en 2004, étaient assez bonnes. Le président chinois serait peut-être venu, il y aurait peut-être eu une rencontre amicale. Maintenant, il y a tellement de sujets à aborder et à discuter. Le commerce, les tarifs, la politique américaine envers les personnes dans l'ouest de la Chine. Je veux utiliser le terme ouest de la Chine d'ailleurs, plutôt que ces régions Taïwan. Tout cela. Je pense qu'il y a tellement de choses que Xi Jinping devra discuter avec Trump. Il ne voudra pas donner l'impression qu'il est ami avec Trump et qu'ils ont une sorte d'entente avant que ces choses ne soient correctement et minutieusement discutées. Donc je pense que Xi Jinping restera à l'écart. Je veux dire, je serais surpris s'il y allait, en fait. Je pense que ce serait peu caractéristique de la façon dont Xi Jinping mène la diplomatie. Quand Xi Jinping est allé à Mar-a-Lago en 2017, il n'y est pas allé seul. Il y avait déjà eu des pourparlers et des discussions. Beaucoup de gens sont venus avec lui. Il y a eu une discussion détaillée entre Trump et Xi Jinping, et tous les différents responsables du commerce étaient là. En fait, il y a eu une négociation qui s'est bien passée d'ailleurs. Cela semble remonter à une éternité maintenant. C'est le seul type de rencontre avec Trump que je pense que Xi Jinping voudrait. Oui. Pour vous donner une idée, lorsque j'ai le live stream avec mon public chinois, certaines personnes ont suggéré que Xi Jinping pourrait y aller et ensuite Trump devrait inviter Poutine aussi. Ainsi, ils auraient Yalta 2.0. Ce serait quelque chose, n'est-ce pas? Ce serait certainement quelque chose. Eh bien, cela pourrait même arriver, éventuellement. Je veux dire, nous avons encore du chemin à parcourir avant que cela ne se produise. Donc je pense que les dirigeants chinois et russes voudront préparer le terrain très soigneusement avant de rencontrer Trump. Ce n'est pas parce qu'ils sont prédisposés à être hostiles à Trump. C'est simplement parce que, pour le moment, je ne pense pas qu'ils estiment que le terrain a été correctement préparé. Et étant donné la complexité de la situation actuelle, je pense qu'ils se sentiront très réticents à s'engager dans des discussions avec Trump à moins que ce terrain n'ait été préparé. Traiter avec Trump est assez complexe, comme vous l'avez dit, car l'autre chose qu'il a dite à propos de la Chine est que quelqu'un a posé une question sur le commerce, n'est-ce pas?
Trump va-t-il continuer la guerre commerciale avec la Chine? Et il avait son secrétaire au commerce. Vous savez, il a nommé quelqu'un et il parlait de réciprocité, ce que je trouve très rafraîchissant. Normalement, ce sont les Chinois qui parlent d'une situation gagnant-gagnant. Donc cette fois, il parle effectivement de réciprocité. Et il se plaint que tout le monde, pas seulement la Chine, mais d'autres pays, ont des tarifs élevés, tandis que les États-Unis ont des tarifs très bas ou nuls. Il dit que vous savez, quoi que vous nous facturiez, nous allons vous facturer. Cela semble juste. Je veux dire, en principe, c'est un homme d'affaires. Peut-être qu'en principe, c'est ce qu'il a en tête. OK, nous faisons du commerce. Nous discutons du commerce. Mais le problème avec Trump est toujours, si vous regardez son cabinet, par exemple, les personnes qu'il choisit, n'est-ce pas? L'état profond, les personnes, y compris celles qui l'entourent. Que pensent et font ces personnes et comment l'influencent-elles, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que je n'utiliserai pas moi-même le mot équitable. Je pense que ce que Trump veut faire, c'est négocier très très durement, mettre la Chine sur la sellette, amener les Chinois à faire toutes sortes de concessions commerciales et ce genre de choses, et les menacer de tarifs très élevés s'ils ne le font pas. Je veux dire, c'est ainsi qu'il pense. Mais il y a une différence importante entre Trump et Biden, Clinton, Bush père, Bush fils, tous les autres dirigeants américains, c'est qu'avec Trump, tout cela est complètement neutre en termes de valeurs. Il ne vient pas avec tout le moralisme, tout le discours sur les droits de l'homme, toute l'ingérence dans les affaires internes chinoises. Cela ne l'intéresse pas du tout. Et cela, je pense, est différent. Et je pense que c'est quelque chose que la Chine accueillera favorablement. Je pense que les Chinois doivent être très très fatigués de ces conférences ennuyeuses qu'ils reçoivent des dirigeants occidentaux. Et l'administration Biden les a poussés à un degré extrême. Donc je pense que nous allons mettre de côté toutes ces absurdités, car ce sont des absurdités. Mais je pense que Trump et ces personnes très dures autour de lui ont des instincts commerciaux et d'affaires très très agressifs. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est une négociation dure et transactionnelle avec les Américains. Quand ils parlent de réciprocité, soyez toujours très prudents, car la réciprocité dans le monde de Trump est celle où l'autre partie doit prendre des mesures réciproques pour satisfaire ce qu'il appelle des mesures réciproques pour satisfaire les Américains. Donc, vous savez, ça pourrait ne pas être facile, ça pourrait ne pas fonctionner, mais au moins, c'est plus direct. Et je pense que la Chine aimera probablement cela. La conversation intéressante que j'ai trouvée était celle de Tucker Carlson interviewant Jeffrey Sachs. Un fait intéressant est que le président par intérim de la Corée du Sud est apparemment un étudiant en doctorat de Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs a mentionné un article dans cette conversation. Il a mentionné que le New York Times a un article parlant de la façon dont l'armée américaine se prépare à une guerre avec la Chine en 2027. Rappelez-vous, nous avons parlé de 2027. Donc cela semble être une année intéressante. J'ai vérifié. Pourquoi a-t-il évoqué cela? Il a dit qu'après avoir lu l'article, il a envoyé une lettre à l'auteur de l'article, dont il n'a pas révélé le nom, mais c'est Helena Cooper. Apparemment, il a contacté Helena Cooper et lui a dit que c'était un article intéressant. C'est bien que nous puissions le lire maintenant, car si cela se produit vraiment, la guerre entre les États-Unis et la Chine, nous serons tous morts. Nous ne pourrons même pas lire votre article. Quelque chose comme ça. Et puis, Helena lui a apparemment répondu, lui disant que lorsqu'elle écrivait cet article, il y avait une phrase que l'éditeur du New York Times a retirée 3 fois. Et la phrase était « Le Pentagone n'est pas si intéressé à faire la guerre avec la Chine. »
Alors, j'ai regardé l'article et voici un paragraphe particulièrement intéressant. Il dit, le Pentagone l'appelle un grand, je veux dire, le nom de l'article est « L'armée américaine se prépare à la guerre avec la Chine ». D'accord, c'est le nom de l'article. Et ici, il est dit que le Pentagone appelle cela une guerre de grande puissance, et ce serait exponentiellement plus dangereux. Cela mettrait les deux armées les plus puissantes du monde, toutes deux superpuissances nucléaires, en conflit direct, possiblement en rejoignant d'autres adversaires nucléaires, y compris la Corée du Nord et la Russie. Des troupes américaines seraient tuées en nombre qui pourraient éventuellement dépasser le bilan des conflits les plus meurtriers de l'Amérique. Maintenant, si vous lisez ce paragraphe, vous tirerez la conclusion. La conclusion naturelle est, pour cette raison, que le Pentagone ne voudrait pas entrer en guerre avec la Chine, n'est-ce pas? Donc le Pentagone prend cela très au sérieux. Mais cette phrase, la phrase concluante, la plus importante, qui indiquait la position du Pentagone, est retirée. L'éditeur a retiré cette partie. Oui. Yes. Eh bien, c'est très troublant et très sinistre. Et cela vous dit exactement qu'il y a un lobby aux États-Unis qui veut la guerre avec la Chine. L'armée ne le veut pas. L'armée se prépare à la guerre parce qu'on lui a dit de le faire, et l'armée suit les ordres. C'est très effrayant et inquiétant en soi. Mais l'armée ne veut pas la guerre avec la Chine. Ils ont communiqué ce fait à cette journaliste en particulier, clairement, car elle n'aurait pas inventé quelque chose comme ça. Mais il y a eu une intervention éditoriale pour empêcher le peuple américain et le monde de le savoir. Donc, quelqu'un veut la guerre avec la Chine, ou du moins veut que la Chine et le monde pensent que les États-Unis veulent la guerre avec la Chine. Je veux dire, c'est l'une des choses les plus effrayantes, en fait, auxquelles vous pouvez penser. Oui, souvent, lorsqu'il y a un conflit entre deux parties, je pense que le public, les acclamations, les pom-pom girls, ce sont des personnes dangereuses, n'est-ce pas? Ils poussent les participants dans une position qu'il leur est très difficile de renverser, n'est-ce pas? Et c'est le New York Times. Je trouve juste, je sais. I know. And bear in mind, the New York Times was very close, is very close to the Et gardez à l'esprit que le New York Times est très proche de l'administration Biden. Et je ne peux m'empêcher de penser que lorsque l'article a été rédigé et envoyé à l'équipe éditoriale, quelqu'un au sein du New York Times a consulté des personnes au sein de l'administration. Une décision a été prise de supprimer cette phrase et cela a vraisemblablement été fait à la demande de l'administration elle-même. À ce niveau, une décision comme celle-ci doit avoir été prise à un très haut niveau au sein de l'administration. Je ne pense pas qu'un fonctionnaire subalterne au sein de l'administration aurait supprimé de sa propre initiative une phrase disant que le Pentagone ne veut pas de guerre avec la Chine. C'est la clé. Vous savez, la phrase clé, n'est-ce pas? Parce que c'est la position du Pentagone sur cette question. Oui. Donc il semble que cela, j'ai longtemps soupçonné que sur la guerre en Ukraine, il y a des tensions entre le Pentagone et l'administration. Maintenant, nous pouvons voir qu'il est clair qu'il y a des tensions au sein de l'administration, entre l'administration et le Pentagone, à propos de la guerre avec la Chine également. Et c'est un fait très important à savoir. C'est important pour deux raisons. Cela montre que l'administration actuelle pense à la guerre avec la Chine. Cela montre que l'administration dessus se n'aime même. Aussi, en parlant de personnes dangereuses, n'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne le Moyen-Orient syrien, si nous revenons ici, j'ai également lu un article dans l'American Enterprise Institute par un gars appelé Michael Rubin, qui devrait apparemment être un observateur du Forum du Moyen-Orient. D'accord.
Et le titre de l'article est révélateur, il s'appelle « Les États-Unis doivent se préparer à tuer des Turcs en Syrie ». Et ici, il est dit à la fin de l'article, cela peut être diplomatiquement impolitique de le dire directement. Mais si les forces soutenues par la Turquie encouragent le terrorisme et continuent de poser des menaces aux forces américaines qui combattent l'État islamique, dans la région, il incombe aux États-Unis de commencer une conversation sur la nécessité éventuelle de cibler les sponsors turcs du terrorisme dans la région. La Turquie est membre de l'OTAN, mais frapper ses forces en dehors des frontières turques ne déclencherait pas les clauses de légitime défense de l'OTAN et il ne devrait pas y avoir d'indignation face à une telle discussion, surtout lorsque les actions de la Turquie ont déjà franchi le Rubicon et mis en péril les forces et les intérêts américains. Donc, je pense que vous avez dit que Trump veut rester en dehors de ça, non? Mais je ne suis pas sûre. C'est le think tank, n'est-ce pas? American Enterprise est le think tank, un think tank influent. Je ne suis pas sûre que ces gens veuillent rester en dehors de ça. Il me semble qu'ils ne vont pas laisser la Turquie faire ce qu'elle veut en Syrie sans réagir. Absolument. Michael Rubin est un véritable membre de la royauté néoconservatrice. Il est l'un des néoconservateurs les plus puissants et les plus anciens. C'est donc un homme extrêmement dangereux, mais aussi très influent et très puissant. Et c'est très intéressant de lire ce qu'il pense. Il y a déjà, une faction néoconservatrice aux États-Unis qui est mécontente de la Turquie dans son ensemble. Et ils ont été mécontents d'Erdogan dans son ensemble. Ils ont même essayé de fomenter des opérations de changement de régime contre lui. John Bolton est l'un d'eux. Donc maintenant, nous avons Michael Rubin, qui est peut-être plus aligné avec les démocrates qu'avec le groupe de John Bolton. Mais Michael Rubin intervient. Et il discute assez franchement de la guerre avec la Turquie. Et il a dit, ne vous inquiétez pas, ils peuvent être nos alliés. Ils pourraient être un allié de l'OTAN, mais vous savez, nous pouvons toujours les attaquer. Et c'est parfaitement acceptable. Je veux dire, l'idée que vous savez, parce que si vous attaquez la Turquie en dehors de la Turquie, c'est d'une certaine manière acceptable. Cela ne signifie pas que les Turcs eux-mêmes ne vont pas être préoccupés parce qu'ils ne pourront pas invoquer l'article 5. Cela vous montre la folie, la démence de ces gens. Mais vous pouvez voir la direction que cela prend. Et je trouve cela très intéressant d'ailleurs, car il semble y avoir des tensions entre une partie de l'establishment américain et la Turquie après ce qui s'est passé en Syrie. Donc, après avoir terminé ce programme, je serais reconnaissant si vous pouviez m'envoyer cet article parce que je n'en étais pas au courant et je veux dire, j'ai vraiment besoin de le lire. Mais je veux dire, cela suggère que la crise en Syrie ne fait que commencer et que nous allons assister à une grande bataille pour l'influence en Syrie entre la Turquie d'une part et Israël de l'autre. Israël, bien sûr, est soutenu par les États-Unis. Michael Rubin est également un très fervent partisan d'Israël, soit dit en passant. Et bien sûr, les Kurdes sont des alliés historiques, à la fois des États-Unis et d'Israël. Donc vous savez, tout cela doit être pris en compte. Et c'est un article très intéressant à cet égard. Fou mais intéressant, oui, mais ce serait une catastrophe pour le peuple syrien, n'est-ce pas? Ce serait absolument. Mais depuis quand les néoconservateurs se soucient-ils du sort des peuples, des pays qu'ils traitent comme faisant partie d'un jeu de société? Je veux dire, tout cela est présenté comme une protection des Kurdes, qui sont nos alliés. Mais ne vous inquiétez pas de ce qui arrive aux Syriens. Je veux dire, si la Syrie devient un champ de bataille pour l'influence entre les États-Unis, la Turquie et Israël, ne vous attendez pas à ce que l'un des néoconservateurs perde le sommeil à cause de cela, ou s'inquiète de ce que ça signifie pour le peuple syrien.
Il ne s'en soucie jamais. C'est l'une des choses qui me horrifie toujours. Cela horrifie aussi les gens en Chine. Ils sont plus prudents dans la façon dont ils s'expriment. Mais encore une fois, je tire la plupart de ma compréhension de la politique étrangère chinoise en lisant le Global Times. Je ne fais pas de secret à ce sujet. Et là, il parle à plusieurs reprises des crises humanitaires et des catastrophes que ce type de politique étrangère provoque. Mais en Amérique même, parmi ces types de personnes, ça n'apparaît jamais. Ils n'y pensent jamais. Je veux dire, ça ne les intéresse pas. Jeffrey Sachs m'a fait remarquer cela en public à plusieurs reprises. J'ai aussi une question. J'ai toujours cette question. Maintenant, vous voyez l'Ukraine essayer si fort d'entrer dans l'OTAN. Je veux dire, pourquoi? Je veux dire, que se passe-t-il si vous êtes dans l'OTAN? Que se passe-t-il si deux pays de l'OTAN ont un conflit? Par exemple, la Grèce et la Turquie, ils se disputent à propos de Chypre, par exemple. Que se passe-t-il alors? Que fera l'OTAN s'il y a... Eh bien, en effet, en 1974, j'étais en exil à Londres à cette époque. Mais, vous savez, j'étais déjà adolescent. Je m'en souviens très très bien. On aurait dit que la Grèce et la Turquie allaient entrer en guerre à propos de Chypre. Je veux dire, il y avait des menaces d'intervention turque. L'armée grecque était mobilisée. Toutes sortes de choses se passaient. Et de temps en temps, nous avions des confrontations aériennes au-dessus de la mer Méditerranée orientale entre l'armée de l'air grecque et la turque. Donc, ce n'est pas impossible. Cela pourrait même arriver un jour. Je ne sais pas ce que fait l'OTAN. La politique américaine, jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, avait tendance à soutenir la Turquie contre la Grèce, parce que la Turquie était considérée comme le pays le plus important. Depuis qu'Erdogan est devenu président ou dirigeant de la Turquie, ils ont tendance à pencher davantage en faveur de la Grèce. Ce que je suppose qu'ils feront, c'est convoquer une réunion de l'OTAN et exiger un cessez-le-feu immédiat. Si cela ne se produit pas, ils diront alors que le pays avec lequel ils sont le plus mécontents commet une agression contre l'autre, et ils le suspendront alors de l'OTAN. S'ils interviendraient réellement militairement, est bien sûr inconnu. Je veux dire, c'est une situation difficile à vraiment imaginer. Mais certainement, ce serait une crise majeure au sein de l'OTAN si quelque chose comme cela se produisait. Ce qui signifie que si vous rejoignez l'OTAN, ce n'est pas vraiment une garantie de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tout d'abord, si vous êtes dans l'OTAN et avez un conflit avec, par exemple, la Russie, je ne suis pas sûr que l'OTAN fera beaucoup plus que simplement fournir des armes et un soutien de ce genre. Deuxièmement, si l'OTAN s'élargit, elle compte actuellement 31 pays. Si elle continue de s'élargir, il y aura de plus en plus de pays rejoignant l'OTAN. Un jour, il y aura des pays au sein de l'OTAN qui auront des conflits. Je veux dire, cela arrivera, n'est-ce pas? Dans ce cas, il n'y a aucune garantie. Il sera temps de se battre. En fait, vous soulevez ici un certain nombre de points très intéressants. Tout d'abord, sur la question de savoir si la garantie de l'OTAN signifie vraiment quelque chose. Je vais vous le dire tout de suite. Je connaissais quelques personnes dans l'armée. Il était une fois, il y a longtemps, dans un univers lointain, j'étais membre du club militaire et naval à Londres, où j'ai rencontré de nombreuses personnes issues de l'armée. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai entendu de divers Américains, c'est que même pendant la guerre froide, il n'y avait aucune possibilité que les États-Unis risquent leur destruction totale pour sauver l'Europe occidentale en cas d'attaque soviétique. Si les Soviétiques attaquaient, les États-Unis résisteraient pendant un certain temps, mais ils n'iraient jamais jusqu'à un échange nucléaire total, parce qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier leur propre existence
pour résister aux soviétiques. Donc déjà pendant la guerre froide, dans les couloirs, pas dans les journaux, mais dans les couloirs, il était discuté à cette époque que la garantie américaine n'était pas aussi forte qu'elle semblait l'être. Et je pense que ça s'est encore développé depuis, dans le sens où, disons, l'Estonie se mettait dans le pétrin avec la Russie et que les Estoniens faisaient quelque chose de complètement fou et que les Russes répondaient. The Estonians did something utterly crazy and the Russians responded. Again, the idea that the United States would risk its existence. Encore une fois, l'idée que les États-Unis risqueraient leur existence pour l'Estonie ou la Moldavie ou autre, je veux dire, je n'y crois tout simplement pas. Je ne pense pas que quiconque y croit vraiment non plus. Donc, vous avez absolument raison. Plus l'OTAN s'étend, moins elle devient stable à cet égard, plus sa crédibilité globale est faible. Je pense que pour le moment, vous savez, personne à Moscou ne cherche à se battre avec l'OTAN. Mais, vous savez, si l'équilibre des pouvoirs change, si toutes sortes de choses se produisent, alors les Russes pourraient décider d'intervenir quelque part parce qu'ils pourraient sentir qu'ils n'ont pas le choix. Somewhere because they might feel they have no choice. And at that point, À ce moment-là, l'élément de bluff qui existe sera mis à l'épreuve, auquel cas, il est très difficile de voir l'OTAN survivre. Maintenant, votre autre point concernant les conflits entre pays, il y a des conflits partout dans l'OTAN. Pour donner un exemple, j'étais récemment en Hongrie, et les relations entre la Hongrie et la Roumanie sont extrêmement mauvaises. Il y a des territoires en Roumanie que la Hongrie a traditionnellement considérés comme hongrois. Les Hongrois m'ont dit qu'ils n'ont aucune revendication sur ces territoires et ne cherchent pas à les incorporer à la Hongrie, mais ils sont très préoccupés par le traitement des Hongrois dans ces endroits par le gouvernement roumain. Maintenant, je ne suis pas ici pour discuter des droits ou des torts de cette querelle. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a ces tensions. All I'm saying is that there are those tensions. There is conflict between these countries. So how Il y a un conflit entre ces pays. Alors, comment éviter le conflit? Eh bien, vous les mettez tous les deux dans une alliance. Mais comme vous le dites à juste titre, cela ne signifie pas que parce qu'ils sont dans la même alliance, ils ne se querelleront pas. Et cette querelle pourrait mener à un combat. Alors, comment éviter cela? En tant que leader de l'alliance, en imposant des niveaux extrêmement élevés de discipline de bloc, ce qui signifie que vous devez interférer constamment dans les affaires internes de ces pays pour les empêcher de se quereller entre eux, pour les empêcher de faire des choses que vous n'approuvez pas. En effet, que vous le vouliez ou non, en tant que leader de l'Alliance, vous allez devoir interférer continuellement dans leurs affaires internes. Et si nous revenons à la Hongrie et à la Roumanie, il y a eu récemment l'annulation d'un résultat électoral en Roumanie parce que la personne qui semblait devoir gagner l'élection, et d'ailleurs, les sondages d'opinion montraient que cet homme aurait gagné massivement au second tour. Je veux dire, il se dirigeait vers un raz-de-marée. Donc, cette personne, non seulement voulait garder la Roumanie en dehors du conflit en Ukraine, mais elle voulait aussi affirmer les intérêts nationaux roumains potentiellement contre des pays comme la Hongrie. Vous voyez, c'est ce que vous devez faire. C'est une partie du fardeau, si vous voulez, qu'un empire ou un hégémon doit porter. C'est pourquoi l'hégémonie est une si mauvaise chose. Et je pense que le pire des cas pourrait être que les deux parties croient que l'OTAN sera de leur côté. Ensuite, elles seront encouragées à aggraver la situation. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et d'ailleurs, cela s'est produit, je m'en souviens très bien, entre la Grèce et la Turquie au début des années 1970, car à cette époque, nous avions un gouvernement militaire en Grèce, une dictature, à laquelle je m'opposais fermement, soit dit en passant. Mais elle était ardemment pro-américaine et ardemment pro-OTAN. Ainsi,
L'une des raisons de cette crise était précisément parce que le gouvernement militaire grec avait pris diverses décisions, en supposant que les Américains et l'OTAN allaient les soutenir. That NATO was going to support them and that's why they staged a coup in Cyprus. Parce que c'est pourquoi ils ont organisé un coup d'État à Chypre, ce qui a conduit à toute la crise et au conflit dont nous parlons. Donc absolument, le fait que les deux parties soient dans l'OTAN pourrait très bien les encourager à agir de cette manière. Si nous commençons à voir des querelles de ce genre émerger en Europe, ce qui n'est qu'une question de temps d'ailleurs, alors ce sera un signe très fort que la discipline du bloc commence à se désagréger et que le pouvoir américain sur ses satellites s'affaiblit. D'accord, je veux vous parler de Paul Wolfowitz. Vous savez, la doctrine Wolfowitz. Avant de faire cela, je veux juste dire que Paul Wolfowitz n'est-il pas aussi une personne très typique de l'état profond, très semblable à Victoria Nuland, n'est-ce pas? Victoria Nuland est dans et hors du département d'État. Paul Wolfowitz a été, vous savez, dans et hors du DOD, le département de la Défense. Aucun d'eux n'est vraiment un élu, mais ils sont toujours là, très influents auprès du secrétaire d'État, du secrétaire à la Défense et du président. N'est-ce pas tout à fait typique? C'est absolument correct. Paul Wolfowitz faisait absolument partie du gouvernement permanent des États-Unis, peu importait qui était dans le bureau ovale. Paul Wolfowitz était toujours au pouvoir. Et la doctrine Wolfowitz, comme vous l'avez absolument correctement dit dans le message que vous m'avez envoyé, façonne encore la politique étrangère américaine à ce jour. Rien n'a changé. La raison pour laquelle j'ai prêté attention à cela, c'est la vidéo que je t'ai envoyée, n'est-ce pas, dont Wesley Clark parlait. La plupart des gens connaissent ce qu'il disait après le 11 septembre. Il est allé au Pentagone et a ensuite vu le document sur ces 7 pays du Moyen-Orient. Oui, mais plus tard, il y a vraiment réfléchi. Et puis il s'est souvenu qu'il avait eu une rencontre avec Paul Wolfowitz en 1991, après la tempête du désert. Et c'est à ce moment-là que Wolfowitz disait « D'accord, tout d'abord, il pense qu'il devrait aller jusqu'au bout, pas seulement entrer et sortir d'Irak. C'était une erreur. » Mais il a aussi dit « D'accord, nous remarquerons que les Soviétiques ne vont rien faire. » Cela signifie que c'est notre opportunité d'être essentiellement en contrôle du Moyen-Orient. Et il a dit cela avant qu'une autre superpuissance n'émerge. Donc cette doctrine Wolfowitz, je pense, a commencé à ce moment-là. Et ensuite, je pense qu'il a écrit un document, je pense qu'il s'appelle le Defense Planning Guidance, quelque chose qui, je suppose, a formalisé son idée, qui est plus tard connue sous le nom de doctrine Wolfowitz. Et aujourd'hui, si nous regardons en arrière ce qu'il planifiait, comme ces 7 pays, je pense que probablement à l'époque, la chose la plus provocante à propos de la doctrine Wolfowitz de ce document est la frappe préventive. Et je pense que c'est le 11 septembre presque, vous savez. Et les gens, pas seulement lui, mais les gens qui sont avec lui et qui croient cela, utilisent le 11 septembre comme un moyen de prouver qu'une frappe préventive est nécessaire. Parce qu'ils diront, vous voyez, c'est ce qui se passe quand nous ne le faisons pas. Donc cela rend cette frappe préventive un peu normalisée. Les gens acceptent cela maintenant. Et ensuite, ils ont les 7 pays, et l'autre chose dans le document mentionne également des rivalités potentielles. Ils ont nommé la Russie, l'Allemagne et la Chine. C'était aussi dans le document. Donc vous voyez, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, nous vivons encore pratiquement dans ce document, n'est-ce pas? Nous le sommes, absolument. Nous vivons absolument dans ce document. Je veux dire, j'étais conscient que Wolfowitz avait rédigé un document au début des années 90
dans lequel il disait que les États-Unis devaient travailler pour empêcher l'émergence d'un autre rival superpuissant. Maintenant que l'Union soviétique avait quitté la scène, il était essentiel pour les États-Unis de maintenir indéfiniment leur primauté mondiale. Je savais qu'il avait dit cela. Je ne savais pas qu'aussitôt qu'en 1991, il planifiait déjà pour que les États-Unis reconstruisent, remodèlent et contrôlent tout le Moyen-Orient. Cela, je ne le savais pas. Mais cela ne me surprend pas. Et bien sûr, tout ce que nous avons vu depuis lors découle essentiellement de cela, car les néoconservateurs ont une fixation sur le Moyen-Orient. D'une part, ils se sont convaincus que le Moyen-Orient est une sorte de pivot, que s'ils pouvaient contrôler le Moyen-Orient, cela donnerait aux États-Unis un certain avantage sur toute superpuissance rivale concevable, que ce soit la Chine, la Russie ou l'Allemagne. Personne ne prend au sérieux l'idée de l'Allemagne maintenant. Mais, vous savez, la Russie ou la Chine ou n'importe lequel de ceux-là. Donc c'est une raison. L'autre raison est bien sûr la raison que les néoconservateurs eux-mêmes ne donnent jamais, mais qui est toujours là, toujours profondément sous la surface, à savoir qu'ils veulent évidemment faire tout ce qu'ils peuvent pour avancer la position d'Israël au Moyen-Orient. Ils considèrent Israël comme l'allié indispensable et essentiel au Moyen-Orient. Ils sont très attachés à l'alliance avec Israël. Beaucoup d'entre eux, je pense, se décriraient comme sionistes, juste pour dire. Et ils sont donc déterminés à voir la destruction de tous les défis possibles à Israël au sein du Moyen-Orient également. Cela n'est jamais vraiment exposé dans ces documents, mais c'est toujours présent. Et ils présentent toujours la refonte du Moyen-Orient de cette manière comme étant exclusivement axée sur les intérêts américains. Mais bien sûr, ils cherchent également à défendre les intérêts israéliens, qu'ils insistent toujours pour dire qu'ils sont identiques à ceux des Américains. Oui, je veux dire, comme vous l'avez dit, c'est jamais clairement énoncé. Mais dans les documents, il est dit qu'un autre objectif majeur des États-Unis devrait être de sauvegarder les intérêts américains et de promouvoir les valeurs américaines. Eh bien, ensuite, nous voyons des révolutions de couleur et des printemps arabes se produire au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc c'est très présent, je dirais. Oui, cela ne signifie pas qu'ils se concentrent tous sur l'Iran maintenant, parce que les 7 pays, plus ou moins, ont tous été touchés. Pas exactement de la manière qu'ils voulaient, mais ils ont détruit un pays après l'autre. Ils sont à l'aise avec le chaos et les gens qui se font tuer deviennent sans-abri et réfugiés. Ils ne se soucient pas de tout cela. Cela leur convient, tant qu'ils peuvent se débarrasser des dirigeants qu'ils n'aiment pas. C'est tout. Donc maintenant, il semble que l'Iran soit définitivement le prochain, et possiblement la Turquie. Je veux dire, il semble avoir une liste de pays qu'ils veulent détruire. Donc la Turquie pourrait être la prochaine. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Oui, ce serait probablement le cas. Mais je pense que le prochain pays qu'ils vont cibler est l'Iran. Il y a déjà des articles qui apparaissent à ce sujet. Maintenant, l'Iran est une société différente de toutes celles dont nous avons parlé. Elle a une politique beaucoup plus ouverte, une économie beaucoup plus puissante et sophistiquée, même si elle a été restreinte par des sanctions. Elle dispose de forces armées beaucoup plus puissantes. C'est un pays beaucoup plus grand. Et en termes de population, c'est d'une échelle complètement différente, avec 90 millions de personnes. Donc c'est un pays beaucoup plus difficile à affronter de cette manière. Mais ils voudront essayer de s'en prendre à l'Iran. Je pense que c'est un véritable objectif. Et nous verrons ce qu'ils feront. Un autre point est que puisqu'ils parlent de la Russie et de l'Allemagne, de cette rivalité potentielle, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce sentiment que l'Allemagne est un peu mise à l'écart. Et donc,
je me demande s'il est juste de dire que la sphère anglo-saxonne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ne veut pas voir une alliance Allemagne-Russie. Absolument, absolument. Ils sont toujours très méfiants à l'égard de l'Allemagne. Évidemment, ils ont mené des guerres mondiales contre l'Allemagne. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a cette histoire. Mais il y a toujours un sentiment que les Allemands sont attirés vers l'Ouest, mais que leurs intérêts se trouvent à l'Est. Et il y a beaucoup d'Allemands, d'ailleurs, qui l'ont vu historiquement. Donc, si les Allemands et les Russes s'unissent et travaillent ensemble, historiquement, ils ont toujours été capables de dominer l'Europe. Je veux dire, quand les Allemands et les Russes se sont unis, ils ont vaincu Napoléon, par exemple. Quand les Prussiens et les Russes se sont unis en 1870, l'Allemagne a été unifiée. Lorsque Hitler et Staline ont conclu leur pacte de non-agression, Hitler a pu conquérir l'ensemble de l'Europe en seulement quelques mois. Donc je veux dire, juste pour dire, chaque fois que l'Allemagne et la Russie se brouillent, c'est souvent une très mauvaise nouvelle pour ces deux pays. Il y a donc toujours ce désir de les maintenir divisés l'un de l'autre. En fait, il y a cette célèbre citation de Lord Ismay, qui fut le premier secrétaire général de l'OTAN, à qui on a un jour demandé ce qu'était l'OTAN. Et il a dit, eh bien, ce que l'OTAN vise, c'est à garder les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands à terre. Je veux dire, c'était censé être ça. C'est devenu encore plus compliqué maintenant, parce que bien sûr, la Russie est désormais alignée. Il dirait, je veux dire, souvenez-vous, ce sont des personnes qui pensent en termes de blocs. La Russie est maintenant alignée avec la Chine. Si l'Allemagne s'aligne avec la Russie, alors elle est par extension également alignée avec la Chine. Elle a eu des liens économiques de longue date avec la Chine. Elle commerce beaucoup avec la Chine et a fait beaucoup d'affaires avec la Chine. Cela la rend donc encore plus dangereuse. Nous ne pouvons pas laisser les Allemands et les Russes se rapprocher. Nous ne pouvons pas laisser les Allemands et les Chinois se rapprocher. Et nous ne pouvons absolument pas laisser les trois se rapprocher, car ce serait une menace absolument massive pour nous. Et ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons. Souvenez-vous toujours de ce que j'ai dit. À la fin, à la base, aujourd'hui, la Chine est toujours à la racine de leurs obsessions. Ça les rend fous, n'est-ce pas? Oui, la Chine les rend fous. Tout d'abord, parce qu'ils en sont impressionnés. Ils sentent, lorsqu'ils traitent avec la Chine, qu'ils ont affaire à une civilisation et un pays infiniment plus ancien qu'eux-mêmes. Tous les Européens ressentent cela dans une certaine mesure. Les Russes le ressentent définitivement. Ils sont assez directs pour me l'admettre. Donc, vous savez, ils ont tous ce sentiment d'admiration pour la Chine en raison de sa taille et de la grandeur de sa civilisation. Ils ont cela aussi. Dans le cas des Américains, il y a une peur particulière parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à un adversaire comme la Chine auparavant. Un adversaire qui est plus grand, industriellement plus fort qu'eux et pleinement égal en technologie. C'est quelque chose qui les rend vraiment très nerveux. Maintenant, je me demande si c'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, la Russie a essayé d'entrer dans l'OTAN, n'est-ce pas? Plusieurs fois, ils ont montré de l'intérêt. Est-ce la raison pour laquelle ils n'ont jamais permis à la Russie de rejoindre l'OTAN? Parce que cela offrirait des opportunités à la Russie et à l'Allemagne de travailler ensemble. Absolument, absolument. C'est l'une des principales raisons. Je veux dire, la Russie dans son ensemble est tout simplement trop grande pour être contrôlée. Une Russie au sein de l'OTAN ouvrirait la possibilité de contester l'hégémonie des États-Unis. Et c'est quelque chose que les Américains ne permettraient jamais.
L'idée que la Russie rejoigne l'OTAN et s'allie avec l'Allemagne serait un cauchemar pour les Américains. Plusieurs gouvernements de pays sont en difficulté en ce moment. D'accord, commençons par la Corée du Sud. Yoon ne démissionne pas et il est maintenant en train d'être destitué. Mais le système sud-coréen est différent de celui des États-Unis. Même s'il est destitué au Parlement, c'est toujours à la Cour de décider. Donc il est en suspens, ce qui je pense est pire. C'est en fait mieux qu'il parte, et ensuite ils peuvent passer à la personne qui sera le prochain leader. N'est-ce pas? Oh, absolument. C'est un nihilisme absolu. Je veux dire, il a été destitué. Il a perdu le soutien du Parlement. Il a été destitué par le Parlement. Il a perdu le soutien du peuple. Son propre ministre de la Défense, qui était son principal complice dans la tentative de coup d'État, a tenté de se suicider. Et pourtant, il s'accroche, dit qu'il restera président et prolonge cette crise politique indéfiniment. Il refuse au peuple sud-coréen l'opportunité d'élire un président en qui ils ont confiance et qu'ils croient. Comme je l'ai dit, il continue de déstabiliser la société sud-coréenne. Et malheureusement, ce pari qu'il joue pourrait potentiellement porter ses fruits, car la Cour suprême sud-coréenne n'est, comme vous le savez, pas à la hauteur. Apparemment, il faudrait que les 6 juges soutiennent la décision de destitution pour que le président soit contraint de se retirer. Et ce n'est pas garanti. Oui, eh bien Justin Trudeau, n'est-ce pas, est aussi un autre gouvernement en désarroi en ce moment. Mais il ne prévoit pas de partir, même si Freeland a démissionné. Et il y a eu, je pense, un peu plus tôt aussi d'autres ministres qui ont démissionné, donc il est un peu dans une situation très... Et il est très impopulaire, n'est-ce pas? Oui, mais il ne part pas non plus, n'est-ce pas? Non, d'accord. Alors, que va-t-il se passer avec le Canada? Va-t-il avoir un nouveau type de cabinet? Et ils sont juste coincés avec lui. Je pense qu'ils sont coincés avec lui pour le moment. Mais je vais aussi dire que je pense que nous arrivons enfin à la fin de l'ère Trudeau. Je veux dire, il est clair que Trump ne l'aime pas. Et je pense que cela a probablement, d'une certaine manière, finalement joué contre lui. Mais il est profondément impopulaire au Canada. Nous sommes maintenant dans cette situation crépusculaire des gouvernements qui ont perdu toute crédibilité et autorité lorsqu'ils s'accrochent au pouvoir dans l'espoir que quelque chose se produise. Rien ne se passe jamais. Tout se dégrade et s'effondre autour d'eux. Finalement, ils quittent le pouvoir et sont complètement discrédités. Entre-temps, la situation du pays s'est encore aggravée. La Grande-Bretagne vient de traverser exactement le même processus, où le gouvernement conservateur a duré beaucoup plus longtemps qu'il ne le méritait vraiment. Exactement la même chose se passe maintenant au Canada. Au Canada, ce sera pire. Et la France, un autre pays, car en ce moment, je pense qu'ils en sont à leur 3e ou 4e Premier ministre, rien que pour cette année. Donc, encore une fois, Macron ne part pas, et il semble que ce sera aussi un gouvernement un peu chaotique, n'est-ce pas? Oui, eh bien, vous avez tout à fait raison à ce sujet, car la racine de la crise politique en France est que Macron insiste pour rester président et insiste pour que ses propres politiques soient mises en œuvre, même si elles sont rejetées par le peuple français. Nous avons donc eu une élection au Parlement européen dans laquelle son parti a été complètement défait. Nous avons eu une élection législative en France même, que Macron a insisté pour convoquer. On lui avait conseillé de ne pas le faire, mais il l'a fait quand même, car il pensait, de manière incroyable, que son parti gagnerait. Et il a mal réussi. Il n'a donc pas de majorité pour ses politiques, mais il insiste pour qu'elles soient mises en œuvre. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas si différent du président sud-coréen et de Trudeau au Canada, dans le sens d'un président qui a épuisé la patience de son peuple
là, mais qui continue d'insister pour non seulement rester au pouvoir, mais aussi continuer à exercer le pouvoir, même si tout s'effondre autour de lui et qu'il est de plus en plus impopulaire. Le système, cependant, est assez intéressant. Tous ces pays, et l'Allemagne s'est déjà effondrée, n'est-ce pas? Donc ils attendent une élection l'année prochaine. Dans toutes ces situations, il semble que le président ou le premier ministre ait un sérieux problème avec le Parlement, qu'ils ne peuvent pas travailler efficacement avec leur Parlement. Et pourquoi cela? Il semble qu'il n'y ait pas de bonne façon de corriger cela. Non, il n'y a pas de bonne façon. Car ce que nous avons en Occident, c'est que nous avons depuis assez longtemps maintenant une rupture dans le type de politique que nous avions en Europe et aux États-Unis. Le modèle d'après-guerre en Europe et aux États-Unis était que vous aviez toujours, dans n'importe quel pays, deux blocs politiques. L'un était de droite, essentiellement ancré sur la classe moyenne, soutenant la communauté des affaires, soutenant le capitalisme ou les politiques capitalistes, cherchant des impôts bas ou plus bas. Et l'autre était une alternative de gauche, qui se décrivait parfois comme socialiste ou social-démocrate, pas toujours, mais était ancrée sur les syndicats, soutenait certains éléments de redistribution et croyait en un rôle plus actif du gouvernement dans l'économie. Quoi qu'il en soit, c'était la différence. Et ils alternaient entre eux. Donc il n'y avait jamais de changement révolutionnaire. L'Occident a toujours suivi un modèle libéral, essentiellement capitaliste. Mais il y avait des différences significatives entre les groupes politiques, et les gens pouvaient s'identifier à eux. Ils pouvaient voter pour eux dans la conviction sincère que s'ils votaient pour un parti, ils feraient les choses différemment de l'autre parti. Eh bien, vers 1995 environ, ce système s'est effondré. Ce que nous avons à la place est un modèle centriste. Centriste est un mot chargé. Un modèle néolibéral qui a été imposé, auquel tous les partis, de gauche et de droite, adhèrent. Ils ont essentiellement le même ensemble de politiques sur l'économie, l'immigration, les questions sociales, les questions de bien-être et la politique étrangère. Et ils insistent sur le fait que c'est la seule voie à suivre. Et quiconque s'oppose à cela est qualifié de populiste, fait l'objet de campagnes médiatiques et sera enquêté par les services de renseignement, tout ce genre de choses. Ainsi, vous rassemblez le pouvoir autour d'un centre néolibéral, un centre atlantiste. Mais ce que cela a fait, c'est qu'il a retiré la légitimité, la nouvelle pensée et la crédibilité politique du système. Surtout lorsque le système échoue à fournir des politiques économiques et sociales efficaces. Des politiques qui répondent réellement aux problèmes existants dans la société. Le mécontentement grandit, mais le centre insiste sur le fait que lui seul peut conserver le contrôle. Et le résultat est une instabilité croissante, parce que les gens sont en colère, les gens sont insatisfaits. Ils sentent que les problèmes s'accumulent et que le centre ne peut pas réellement agir. C'est une bonne façon de voir la fausseté, si vous voulez, que la démocratie parlementaire libérale occidentale est le seul mécanisme pour mener la démocratie. Parce que dans d'autres pays, et je peux revenir à la Chine, il y a beaucoup plus de débats, de discussions et d'idées qui circulent dans le système, parce que le système les facilite. Alors qu'en Occident aujourd'hui, ils empêchent les idées alternatives de prendre racine. Oui, en tant qu'électeur, vous savez, aux États-Unis, je trouve que je n'ai personne pour me représenter en ce moment. Donc je veux dire, j'ai fini par voter pour le troisième parti, mais je sais que ce troisième parti n'a aucune chance de gagner. Et à cause de cela, je ne pense pas être seule. Donc il y a des gens un peu en désarroi,
en quelque sorte parce qu'il n'y a pas de bons représentants pour le peuple. Oui, et cela a conduit à ce chaos, je suppose, au Parlement, contre le leader, vous savez, le président et le Premier ministre. Oui. Yes. I mean, there is the very famous poem by Oui. Yeats about the Je veux dire, il y a le très célèbre poème de Yeats sur le centre qui ne tient pas. Et l'une des grandes erreurs que nous faisons toujours en Occident, à mon avis, est que nous voyons toujours la bonne voie en politique, la manière correcte d'être comme étant de suivre ce qu'on appelle le centre modéré. Le centre n'est jamais très modéré, certainement pas en ce moment. Au contraire, il est très agressif et très sûr de lui. Son insistance à conserver le contrôle provoque une perturbation majeure dans le système. Il n'y a pas de moyen évident de s'en sortir car il n'y a pas de défi idéologique à cela. Personne ne dit que nous devons examiner l'ensemble du modèle juridique, constitutionnel, parlementaire. C'est impossible à faire. That is impossible to do. Et je trouve aussi que certaines descriptions, vous savez, même les mots, les définitions sont un peu confus. Donc de nos jours, l'AfD en Allemagne est considéré comme d'extrême droite. D'accord. Orban en Hongrie est considéré comme d'extrême droite. Oui. Mais si vous les écoutez attentivement, je ne les trouve pas. Et puis il y a en France, n'est-ce pas, qu'ils ont quelqu'un d'extrême droite. Quel est son nom? Oui. Je le vois tout simplement pas. Si vous les écoutez, ils sont plus comme un centre pour leur propre pays, comme s'ils voulaient faire ce qui a le plus de sens pour eux, pour améliorer et faire avancer l'agenda du pays. Je ne trouve pas cela d'extrême droite. Mais le courant dominant caractérise, définit toutes ces personnes comme d'extrême droite, n'est-ce pas? Yes, that's absolutely correct because of course in Europe. Oui, c'est tout à fait correct. Parce que bien sûr, en Europe et dans une certaine mesure aux États-Unis, l'expression extrême droite est une étiquette qui n'a pas de sens dans la politique contemporaine, mais elle est attachée à divers partis. Cela envoie vraiment un signal que la personne qui qualifie ces partis d'extrême droite croit que ces gens sont vraiment des fascistes. C'est une façon d'utiliser l'expression fasciste, de pointer et d'insinuer que ces gens sont des fascistes sans le dire simplement. C'est ce qu'on appelle un langage codé. C'est un langage codé. It's the dog whistle language. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison, car lorsque vous examinez réellement les politiques de ces partis, maintenant j'étais encore récemment en Hongrie, si vous retourniez dans l'Europe des années 1960, l'Europe occidentale des années 1960, dans une machine à remonter le temps, et que vous visitiez des pays comme la Suède à cette époque, vous auriez trouvé des politiques très similaires à celles suivies aujourd'hui en Hongrie. La Suède d'abord reste en dehors des alliances, poursuit une politique étrangère indépendante, a une forte intervention gouvernementale dans l'économie, a un modèle de bien-être très fort et n'aime pas beaucoup l'immigration. L'apogée de la social-démocratie en Suède dans les années 1960, sous quelqu'un comme Tage Erlander, aurait semblé très familier à quelqu'un qui vient d'y aller après avoir vécu un certain temps dans la Hongrie de Viktor Orban. Cela m'a d'ailleurs été signalé par quelqu'un en Hongrie qui soutient Orban pendant que j'y étais, que le système hongrois est en réalité très proche de la social-démocratie occidentale traditionnelle. Mais bien sûr, parce qu'il est en dehors du consensus néolibéral, vous l'appelez extrême droite et insinuez qu'Orban est vraiment un fasciste. Oui, en France, c'est Le Pen, n'est-ce pas? Le Pen est une fasciste, et Fico en Slovaquie, qui dit clairement qu'il est de gauche, est aussi un fasciste. Toutes ces personnes sont des fascistes. En revenant aux États-Unis, encore une fois, on n'a jamais l'impression que la transition est aussi longue.
Donc une chose que Biden a faite est d'accorder la clémence à 1300 personnes. Il pourrait même continuer à en accorder davantage. Mais jusqu'à présent, certaines des personnes sont vraiment horribles. Ce sont des personnes horribles. Juste 2 exemples. Il y a cette femme nommée Amira Shadva. Elle est censée être médecin cancérologue, mais elle a dilué des médicaments contre le cancer pour gagner de l'argent. À quel point est-ce horrible? Et elle a obtenu la clémence. Un autre est Michael Conagan, un juge. Il accepte des pots de vin pour envoyer des enfants en prison afin d'aider le complexe industriel pénitentiaire. En conséquence, certains de ces enfants étaient tellement angoissés en prison qu'ils se sont suicidés. Il y a eu plusieurs de ces cas. Pourquoi Biden est-il totalement fou maintenant? Pourquoi fait-il ces choses? Je veux dire, qu'est-ce qu'il en retire? Non, ce qu'il fait, c'est préparer le terrain pour ces pardons généraux qu'il envisage et que les personnes autour de lui envisagent d'émettre dans quelques semaines, probablement juste avant de quitter la Maison-Blanche, où il va gracier toutes sortes de personnes, apparemment des centaines et des centaines d'entre elles, qui ont été dans le gouvernement et le Parti démocrate, pour des crimes dont elles n'ont même pas encore été accusées, encore moins enquêtées ou poursuivies. Donc il élargit déjà l'utilisation du pouvoir de grâce pour nous préparer tous à cela. Il commence avec son fils et utilise ensuite le pouvoir de grâce de manière complètement indiscriminée. Il est clair qu'il n'a pas, je veux dire, ils ne sont pas intéressés à examiner les cas en détail. Donc ils ne se soucient pas vraiment de qui ils gracient, mais ils veulent que nous nous habituions à l'idée de grâce massive. Et puis ils iront un pas plus loin et gracieront des personnes pour des crimes avant tout procès ou poursuite ou ce genre de choses. C'est un abus grotesque et corrompu du pouvoir de grâce. Je veux dire, je pense personnellement, je ne suis pas américain et je ne suis pas avocat américain, mais je pense personnellement que c'est inconstitutionnel. Je pense que c'est tellement contraire à l'objectif du pouvoir de grâce tel qu'il est défini dans la Constitution que je pense que c'est inconstitutionnel. Et je ne suis pas personnellement convaincu que ces grâces soient vraiment applicables. Je veux dire, si nous parlons des grâces dont nous entendons parler, qui seront accordées pour pardonner des personnes qui ont peut-être commis des crimes, mais nous ne savons pas si elles ont commis des crimes et qui n'ont même pas été enquêtées ou accusées de crimes, essentiellement pour empêcher des enquêtes sur elles. Eh bien, tout ce que je dirais à ce sujet, c'est que la nature d'une grâce est que vous êtes gracié pour un crime que vous avez commis. Si personne ne sait même que vous avez commis un crime, comment pouvez-vous être gracié pour cela? Cela n'a absolument aucun sens. It makes absolutely no sense. The pardon power that the president has, in my Le pouvoir de grâce que le président possède, à mon avis, est une autre des choses que les rédacteurs de la Constitution ont empruntées à la pratique anglaise. En Angleterre, le roi avait toujours le pouvoir de gracier les gens. Il était toujours exercé de manière très conservatrice et il était toujours utilisé après l'événement. Et c'était fait essentiellement comme un contrôle des erreurs judiciaires, basé sur le fait que le roi était lui-même le juge ultime. Je veux dire, dans le concept juridique anglais, le juge ultime est toujours le roi. Je veux dire, les juges exercent leur pouvoir en tant que juges à travers le pouvoir qui leur est délégué par le roi, qui est le juge suprême. C'est la théorie juridique anglaise. That's the English legal theory. Now, Je pense que cela n'a jamais vraiment fonctionné aussi bien dans le système américain. Mais je pense que la façon dont cela a été utilisé maintenant à des fins purement politiques est incroyable. En Angleterre, la seule fois où je peux penser que le roi a exercé le pouvoir de manière aussi abusive, c'était au XVIIe siècle, lorsque le roi Jacques Millet a gracié son favori, le comte d'Essex, après que le comte d'Essex ait été condamné et ait avoué un meurtre par empoisonnement.
Le roi a fait cela, et cela a créé une énorme crise politique en Angleterre à l'époque. La réputation du roi, le roi Jacques Ier, ne s'en est jamais remise. Donc je pense personnellement que c'est inconstitutionnel. Oui, j'ai cette question parce que je pense qu'il y a une différence entre une grâce et une immunité, n'est-ce pas? Ce qu'il accorde n'est pas une grâce, mais une immunité. C'est une très bonne façon de le dire d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui posent même cette question, comme, d'accord, il a accordé à Hunter Biden cette immunité de 11 ans. Que se passe-t-il si nous découvrons plus tard en 2015 qu'il a commis un meurtre, par exemple? Peut-il simplement s'en tirer avec ça? Eh bien, exactement. C'est tout à fait correct. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit possible, dans un système juridique, de gracier quelqu'un pour une infraction que personne, à part la personne graciée, ne sait encore avoir été commise. Donc si nous découvrons, comme vous le dites justement, que Hunter Biden a tué quelqu'un, ce qui n'est pas impossible, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais vous savez, supposons qu'une telle chose se soit produite. Vous ne pouvez pas dire dans ce genre de situation qu'il ne peut pas être enquêté ou inculpé. Cela n'a aucun sens pour moi. Une autre chose est que nous assistons à la chute du courant dominant. Un grand événement est, bien sûr, que ABC a accepté de payer à la bibliothèque Trump, je suppose, 15 millions de dollars pour diffamation. Ils ont donc réglé à l'amiable, plus 1 million de dollars pour ses frais juridiques. Bien sûr, il y a toutes sortes de gens qui disent « Oh, comme c'est horrible parce que maintenant tout le monde était intimidé, etc., etc. » Mais quand je regarde cette interview, le cas qui a vraiment mis Trump en colère, apparemment, et l'a conduit à déposer la plainte, je pense qu'ils ont menti sur ce qui s'est passé. Ils ont dit, George Stephanopoulos a dit que Trump avait été reconnu, je pense, responsable de viol, ce qui signifiait vraiment qu'il était responsable d'abus sexuels, ce qui est totalement différent. Et donc, je pense qu'ABC mentait. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Et Trump a dit que maintenant, il va déposer une autre plainte contre CBS. Rappelez-vous que CBS avait cette interview avec Kamala Harris, qu'ils ont ensuite édité la réponse à ces questions parce que c'était si mauvais. Maintenant, selon Trump, vous avez interrompu l'élection, ce que je pense être juste, car elle est candidate, n'est-ce pas? Donc, je pense personnellement que cela pourrait être une bonne chose pour les médias traditionnels d'être un peu attentifs à dire la vérité. Qu'en pensez-vous? Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est en fait très en retard. Je veux dire, je suis un fervent défenseur du premier amendement, mais je pense vraiment qu'il y a eu tellement de diffamation, tellement de mensonges et de calomnies flagrantes. Et cela a été utilisé de manière si destructrice et cruelle qu'il est temps d'y mettre un terme. Tout ce mensonge a pollué le débat politique aux États-Unis, mais il a également gravement sapé, exactement comme vous le dites, la crédibilité des médias. Si les médias font attention à ce qu'ils disent et commencent à exercer un contrôle éditorial correctement, alors les gens recommenceront à leur prêter attention. Eh bien, le dernier, CNN, avez-vous vu ce journaliste? Totalement faux qu'il y ait une prison. Un prisonnier était dans la prison qu'ils ont découverte par hasard, ou quelque chose comme ça. En Syrie, oui, d'une manière ou d'une autre, il y était depuis 3 mois, mais plus tard, il s'avère qu'il est une sorte de militaire. J'ai vu quelque part qu'on disait même qu'il est une sorte d'espion, même un espion britannique ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement qui il est, mais il n'était certainement pas en prison pendant 3 mois. Oui, absolument. Je veux dire, toute l'affaire était complètement fausse et doit être abordée.
Et encore une fois, je veux dire, si cette histoire avait été correctement recherchée, cela aurait immédiatement été révélé. Mais bien sûr, vous savez, personne ne l'a recherché. Et lorsque cela circulait sur les réseaux sociaux chinois, de nombreuses personnes se sont souvenues d'une autre histoire de CNN à propos du soi-disant Xinjiang. Ils ont interviewé ce type qui prétendait être un gardien de camp échappé du Xinjiang, l'un de ces soi-disant camps. Ce qui est drôle dans toute cette affaire, c'est que si vous avez un peu de bon sens, si vous connaissez quelque chose au caractère chinois, sur son bras, il y avait une étiquette censée écrire « police » en chinois. Mais ces deux mots étaient mal orthographiés. C'est extrêmement drôle. C'est tellement intéressant que c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Et c'est juste maintenant. Je peux vous dire avec certitude qu'aucune plateforme ou agence médiatique en Occident n'en a jamais parlé. C'est hilarant, en fait. Je dois dire que le cas en Chine qui me dérange encore est celui de la joueuse de tennis quand toutes sortes d'histoires ont été diffusées à son sujet. Elle les a niées à plusieurs reprises et ils ont continué à les répéter malgré ses démentis. Et je veux dire, c'était tellement terrible. Oui, pour moi, le tournant est 2019 à propos de Hong Kong. Vous savez ce qu'ils ont rapporté sur Hong Kong. Et d'ailleurs, Nancy Pelosi est récemment tombée quelque part en Europe. Vous savez ce que les gens disent en Chine? Nancy Pelosi est probablement l'Américaine la plus détestée en Chine. Ah, vraiment? Je savais pas ça. Oui, parce qu'à Hong Kong, à cette époque, c'est elle qui a dit « Oh, c'est un beau spectacle à voir ». Maintenant, c'est devenu une phrase que chaque fois que quelque chose de mauvais lui arrive, les gens disent « Oh, c'est un beau spectacle à voir ». Maintenant, pourquoi les gens ont-ils tant de colère envers elle? Personnellement, je ne peux pas la supporter. J'étais à Hong Kong en 2019, je restais à l'hôtel le soir, donc je suis descendue dans le hall pour sortir dîner avec mon fils. Les gens de l'hôtel nous attendaient en fait dans le hall. Ils nous ont dit « Eh bien, ils arrivent ». Et j'étais un peu comme « Qui sont-ils, n'est-ce pas ?» Donc, les gens de l'hôtel faisaient référence à ces soi-disant combattants de la liberté, ces étudiants, en tant que « ils », parce que ces personnes étaient très violentes. Ils ne manifestaient certainement pas pacifiquement. Ils étaient très violents. Ce qui s'est passé, c'est que mon hôtel était à côté d'un parc, un grand parc. Et ces gens étaient censés prendre le train pour venir dans ce parc pour manifester. Mais en chemin, ils vandalisaient en fait le train. Ils faisaient ça. Oui. Et c'est pourquoi même les habitants étaient simplement horrifiés par ces gens. C'est pourquoi ils nous disaient, vous savez, ils arrivent et ils vandalisaient le train, ils vandalisaient les magasins, ils faisaient toutes sortes de choses. Ils ont même mis le feu à un homme âgé parce que l'homme disait, vous ne devriez pas être si violent. C'était filmé. Tout le monde pouvait le voir. Il me semble me souvenir de cela. Je me souviens d'avoir vu des choses assez horribles, mais je n'ai jamais... Bon sang, enfin, continuez. Et pourtant, elle appelle ces gens des combattants de la liberté, des combattants de la démocratie et un spectacle magnifique à voir. Je veux dire, les gens sont carrément en colère avec ce genre d'attitude. Oui. Maintenant, j'ai vu qu'il y a un article de Voice of America, ils disent non, 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 elle n'a pas dit ça. Elle ne cautionne pas ce genre de comportement. Elle dit que ces manifestations pacifiques, ce sont elles le spectacle magnifique à voir. Eh bien, mais elle-même n'est jamais sortie, n'a jamais condamné tous ces comportements violents, quoi que ce soit. Non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Je veux dire, les Occidentaux ne voient jamais la violence quand elle est perpétrée par des personnes qui promeuvent ce que l'on pourrait appeler des valeurs occidentales. En d'autres termes, des agendas occidentaux. C'est une terrible vérité.
Western agendas. It's a terrible truth. Et enfin, je ne prends aucun crédit pour une autre femme qui, vous savez, est tombée. Apparemment, c'était très sérieux. Elle a subi une opération, n'est-ce pas? Mais juste pour que vous sachiez, le sentiment en Chine parmi les internautes est qu'elle est profondément corrompue. Son fils, je viens de l'apprendre, détient des actions dans certaines entreprises de télécommunications chinoises, beaucoup d'entre elles. Donc pendant qu'elle visitait Taïwan, son fils faisait des affaires, etc. Et à côté de la famille Biden se trouve la famille Pelosi. Disons-le ainsi, je dois dire que je ne savais rien de tout cela, mais cela ne me surprend pas. Je veux dire, Nancy Pelosi est très célèbre, n'est-ce pas? Parce que les gens la cataloguent simplement. Donc il y a beaucoup de discussions importantes. Je dois dire que je ne savais rien de tout cela, et je ne pouvais pas la supporter. Je la trouve extrêmement prétentieuse et agaçante, et en même temps très manipulatrice. Une personne très manipulatrice dans l'ensemble. Donc je ne l'ai jamais aimée. J'avais entendu parler de sa corruption. Je ne connaissais pas ces choses. Oui, bien sûr, ces choses que tu m'as dites aujourd'hui. Eh bien, ce qui est arrivé à son fils, Paul Pelosi Jr., je pense que c'est même rapporté dans le Daily Mail à propos de sa disparition. Quoi qu'il en soit, je pense que cela conclut ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est juste une autre semaine très chargée avec toutes sortes de drames. Semaine très chargée. Merci beaucoup, Sophia. C'est un plaisir de te parler à nouveau. Au revoir. Au revoir. Bye.